Jeudi 4 novembre. À 8 heures du matin, nous nous embarquions pour Lyon dans un joli bateau à voile dont les cabines, nouvellement tendues de soie, ressemblaient à de petits salons. Il y avait à peu près 30 passagers. Nous avions emporté des provisions et notre dîner à bord se passa très gaiement. Dans la soirée, nous débarquâmes à Mâcon où pour la première fois, je soupais à table d'hôte. On nous donna une bonne chambre à 2 lits et sans me déshabiller, je pris quelques heures de repos. Vendredi 5 novembre. À 4 heures du matin, nous nous réembarquions. Nous descendîmes à terre pour dîner. Sale auberge et mauvais repas. À 1 heure, nous mettions de nouveau à la voile et arrivions à 3 heures du soir à Lyon. Le trajet par eau, en approchant de cette ville, est vraiment ravissant. Nous nous installions à l'hôtel du Parc. C'est un vieil hôtel, mais les appartements sont suffisants, la nourriture bonne et le vin excellent. Nous y sommes restés jusqu'au lundi 15 novembre et avons profité de notre séjour pour visiter ce qu'il y a de plus curieux. L'Hôtel-Dieu, grand et bien situé, est bâti en vue d'y recevoir des malades et des fous. La pharmacie surtout m'a paru remarquable. Sans compter la boutique, elle occupe 5 salles. On y vend toutes sortes de drogues. J'y ai acheté de l'eau de rose, de l'eau de fleurs d'oranger et de l'eau de Hongrie comme jamais je n'en ai trouvé ailleurs. Un autre hôpital, celui de la Charité, est un grand bâtiment carré entourant une vaste cour plantée d'arbres. Un des corps du bâtiment est destiné aux femmes en couche, mariées ou non. Un autre aux petits-enfants dont les parents sont trop pauvres pour les élever. Dans le troisième se trouve un moulin où la soie passe par toutes les préparations avant d'être livrée aux tisserands. On y emploie des gens de tout âge et de tout sexe. Enfin, la 4e aile renferme la chapelle très simple, la pharmacie fort bien aménagée et les dépendances. On admet dans cet hôpital les pauvres, dont l'âge ou les infirmités ne leur permettent plus de travailler. On ne les reçoit pas au-dessous de 65 ans, mais alors on les entretient complètement, et s'ils le peuvent encore, on les emploie à différents travaux. Enfin, on ne peut trop louer l'idée qui a présidé à cette institution dont l'ordre et la direction sont vraiment admirables. Du reste, tous ceux que nous y avons rencontrés paraissent gais et heureux. Le collège appartenant autrefois aux jésuites est devenu un séminaire. La bibliothèque, entretenue avec soin, en occupe seule tout le 3e étage. L'église, vieille et sale, contient une profusion de beaux marbres. Dans l'élégante chapelle attenant à l'hôtel de ville, nous avons admiré différents beaux tableaux. Entre autres, auprès du grand autel, un Christ sur la croix de Rubens, réputé comme un de ses chefs-d'œuvre. Dans une petite chapelle de l'église de la Miséricorde est un autre Christ en ivoire sculpté. Il est tenu en telle vénération qu'un prêtre a seul le droit de le montrer, et encore avec certaines cérémonies. Le prêtre auquel nous nous adressâmes prit un cierge qu'il tint à la main, tandis qu'agenouillé, il faisait une courte prière. Après quoi, il posa le cierge sur l'autel. De nouveau, il recommença une petite oraison, reprit le cierge, l'alluma à la lampe qui brûle devant le Saint-Sacrement, et enfin nous mena devant la croix que l'on conserve dans une niche fermée d'une grille de fer à 2 battants admirablement ciselés. Le prêtre ouvrit les portes, s'agenouilla de nouveau, et nous pûmes alors admirer cette œuvre d'art dont le fini dépasse l'imagination. La cathédrale très ancienne possède une curieuse horloge. À une certaine heure de la journée, défilent différentes figures représentant la salutation angélique, Dieu le Père, etc. L'hôtel de ville occupe un côté de la place des terreaux. C'est un bel édifice. Derrière se trouve le théâtre où nous avons été fréquemment. Les artistes sont bons. La salle est décorée avec goût, quoique un peu sombre, défaut qui se remarque assez souvent dans les salles de spectacle françaises. Il existe également un second théâtre, beaucoup plus petit, où seuls les enfants jouent. Nous y avons été très satisfaits de la pièce et aussi du jeu des jeunes acteurs.
Nous fûmes encore au dehors de la ville, assistés dans un immense amphithéâtre à ciel ouvert à un grand spectacle donné par Il Signor Franconi et sa troupe. On représentait le combat et la mort de Balboro. Presque tous les acteurs de Lyon avaient été réquisitionnés. Franconi remplissait le rôle du fameux général. Sa mort, la douleur de Madame Marlborough, celle de ses enfants, le cortège des funérailles obtinrent un complet succès de mélodrame. Dans les environs de Lyon se voient encore des restes de bains, d'aqueducs et d'amphithéâtres romains. Lyon est traversée par la Saône qui rejoint à une demi-lieue de là le Rhône dont le cours contourne la ville d'un autre côté. Lundi 15 novembre. Avant 6 heures du matin, nous nous embarquâmes dans la diligence d'eau afin de descendre le Rhône jusqu'à Avignon. Quoique beaucoup plus grand que le bateau que nous avions pris à Châlons, il ne le valait pas. Les cabines étaient sales, petites, sombres, sentaient mauvais et les passagers trop nombreux pour la place dont on pouvait disposer. Nous étions la 3e famille ayant à bord nos chaises de poste et bien heureux de pouvoir nous y réfugier au lieu de rester dans les cabines. À peine avions-nous fait une lieue que nous échouâmes sur un banc de sable et fûmes obligés d'y passer la nuit. Quelques passagers abordèrent dans de petites barques sur le rivage. Ils cherchèrent pour la nuit un refuge dans de misérables cabanes où peu d'entre eux purent obtenir un lit. M. Cradock eut la chance de découvrir un gîte passable. Une lady et sa famille, une dame française et ses filles, le docteur Fischer, moi et ma femme de chambre, nous restâmes sur le bateau, et je crois qu'en somme, nous fûmes plus confortables que ceux qui nous avaient quittés. Le lendemain, mardi 16 novembre, à 5 heures du matin, après avoir été remis à flot à l'aide de 30 chevaux, nous mettions de nouveau à la voile. Mais le vent nous étant contraire et l'eau très basse, nous avancions lentement et fréquemment nous étions arrêtés par des bancs de sable d'où chaque fois notre bateau ne se tirait qu'avec peine. Vers midi, nous atteignions Vienne. Nous descendions à terre et pendant qu'on préparait notre dîner, nous faisions un tour dans la ville qui du temps des Romains était une place forte. Nous y visitâmes en hâte la cathédrale et l'église Notre-Dame. Celle-ci, autrefois temple romain, conserve encore des vestiges qui attestent sa destination primitive. À 2 heures, nous nous embarquions et entre 4 et 5 heures, arrivions à Condrieu. Nous y passâmes la nuit dans une affreuse chambre d'auberge et dans un lit pire encore. Mercredi 17 novembre. À 4 heures du matin, nous regagnions notre bateau et poursuivions notre voyage. Vers la nuit, on s'arrêta à Valence. La plupart des voyageurs descendirent à terre. On m'assura que l'hôtel Le Soleil d'Or était bon. Mais comme on ne pouvait y arriver que difficilement, je résolus de passer la nuit à bord. Le petit domestique du bord partagea avec moi son souper, apprêté par lui-même. Il me chanta des chansons pour me distraire, et enfin je dormis parfaitement dans notre chaise de poste. Jeudi 18 novembre. Ce matin à 5 heures, les passagers revenaient et nous remettions à la voile. Arrivés peu de temps après à Saint-Esprit, nous descendions tous à terre pour passer la nuit à l'hôtel de la Poste. Hôtel excellent, propre, prix raisonnable, gens très polis. Suivant l'habitude dès notre arrivée, M. Cradock convint du prix avec le maître de l'hôtel. Pour 4 chambres à feu, du café, un souper copieux avec filet d'ours, truffes, dessert, punch et vin, il ne nous demanda qu'1 livre. Le lendemain matin, nous fîmes observer que notre déjeuner n'avait pas été compris. Le propriétaire répondit qu'il ne changerait rien au prix convenu et ne voulut rien accepter de plus. Bien au contraire, il nous offrit un verre de liqueur avant notre départ et comme nous le lui refusions, il insista pour que nos domestiques le prissent. Le jour suivant, vendredi 19 novembre, à 5 heures du matin, nous nous embarquions et arrivions à Avignon vers 1 heure de l'après-midi.
C'est le lieu de faire observer que la manière la plus charmante de voyager dans ce pays est de suivre le Rhône comme nous l'avions fait. De chaque côté du fleuve, les hautes collines s'élèvent riches et cultivées jusqu'à leur sommet. Aux vignes entremêlées d'arbres fruitiers et aux champs couverts de riches moissons succèdent de vastes plantations d'oliviers. Au bord, quelques jolis villages espacés et pour compléter le tableau, des ruines de palais, de tours, d'arcs de triomphe romains. Du Mont Saint-Esprit à Avignon, l'aspect change complètement et on suit des rives plates et incultes où pendant des lieues on n'aperçoit aucune trace d'habitation, d'être humain. La terre elle-même accuse la négligence et la pauvreté, et si par hasard une créature vivante vient apparaître, elle ne fait que confirmer l'idée de misère et d'abjection. On ne permet pas aux bateaux venant de Lyon à Avignon d'aborder du côté de la ville. On est obligé de débarquer à l'opposé. Nous n'eûmes pas plutôt mis le pied sur la terre ferme que nous fûmes assiégés par une foule de mendiants à moitié nus, s'emparant de nos bagages et se les disputant. Pour entrer dans la ville qui, compris ses environs, appartient au pape, il nous fallut d'abord payer 6 livres par tête, sans compter 8 livres pour transporter notre chaise de poste dans un bateau plat, nous-mêmes occupant un autre bateau. Rien n'est plus compliqué ni plus désagréable que de débarquer du côté du Languedoc et de retraverser pour entrer dans la ville. Enfin, nous y réussîmes et arrivâmes sains et saufs à l'hôtel Saint-Omar, dans la célèbre ville d'Avignon, qui est entourée d'une grande muraille ayant 4 portes qu'on ferme chaque soir. Elle possède quelques belles maisons, mais on les découvre difficilement, vu que les rues sont en général étroites, sombres, mal pavées et très sales, particulièrement dans le quartier juif. La religion catholique y est seule admise, et l'on ne tolère ces juifs que par des motifs intéressés. Avignon abonde en couvents, et encore plus en églises, car sans compter les églises paroissiales, chaque couvent a la sienne. La cathédrale est une belle vieille église, bâtie au sommet d'un roc. La vue qu'on y découvre de la ville et de la campagne est égayée par les sinuosités du Rhône et bordée de montagnes jusqu'à 30 000 environ. Dans l'église des Carmélites, nous vîmes le tombeau de la Laure de Pétrarque. Une certaine somme d'argent est allouée pour l'entretien du tombeau, mais l'état de délabrement où il se trouve prouve que, déjà depuis bien des années, l'argent a eu une autre destination. Une des chapelles de côté est dédiée à la Vierge Marie. Sa statue, revêtue d'une magnifique robe rose et argent, est entourée d'ex-voto en cire, dont quelques-uns, à mon avis, ne sont pas convenables. Ce n'est pas d'ailleurs la seule église où soient suspendus de tels ex-voto. L'hôpital de la Miséricorde sert aussi de prison, et à ce propos, je fus froissé d'entendre avec quelle dureté s'exprimait notre guide à l'égard des malheureux criminels. Il nous demanda si nous désirions visiter la prison creusée sous la chapelle. Je refusai. La chapelle elle-même avait l'air trop gaie et trop élégante pour une chapelle de prison. Un côté de bâtiment est réservé aux fous. On permet aux convalescents et à ceux dont la folie douce n'offre aucun danger de se promener dans la maison et dans les jardins. On m'assura qu'ils se sentaient heureux. Cependant, sur tous ces visages, on lisait la tristesse et la crainte. Jamais je n'oublierai une malheureuse créature revêtue de paille et d'oripeaux argentés qui passa près de nous. Je sortis de là le cœur serré et heureuse de m'éloigner de ce lieu de misère. À Avignon, la nourriture est copieuse et bonne, excepté le beurre, mais pas aussi bon marché que nous l'étions figurés. Quoique l'hôtel Saint-Omar passe pour le meilleur, nous le trouvâmes en tout point très mauvais. Les mendiants fourmillent ici. Jamais ils ne sont contents de ce qu'on leur donne, et se montrent quelquefois d'une telle impudence qu'ils n'hésitent pas à vous tirer par le bras jusqu'à ce que vous leur ayez fait l'aumône. Le théâtre d'Avignon est petit, sale et obscur. Les acteurs, les costumes et les décors ne valent rien. Nous y rencontrâmes le duc et la duchesse de Cumberland. Le nonce du pape les accompagnait. Mercredi 22 novembre.
À 6 heures du matin, nous montions dans notre chaise de poste pour quitter Avignon et nous diriger vers Aix. Une bise glaciale et pénétrante s'était élevée et annonçait l'hiver. Elle me parut même plus froide et plus piquante que partout ailleurs. À 1 lieue d'Avignon, nous traversâmes le Rhône à l'aide d'un grand bac. Nous avions quitté les États du Pape et entrions en Provence. Changement soudain. Partout des traces d'industrie, d'abondance et de bien-être. La nature elle-même différait totalement. Le terrain cultivé, les paysans, non plus sales et en haillons, mais propres et habillés convenablement, travaillaient dans les vignes, dans les champs ou dans les plantations d'oliviers. Une partie de la route conduisant à Aix est montagneuse. Nous fîmes l'ascension d'un des rochers les plus élevés et de là nous dominions la plaine. À cette distance, les oliviers semblent si rapprochés qu'on dirait une vaste forêt. Les moulins servant à fabriquer l'huile sont disséminés gracieusement au pied et sur le flanc des montagnes. Notre chaise nous suivait au petit pas, et pendant cette promenade, nous fîmes ample moisson de lavande, de romarin, de thym et d'autres herbes aromatiques, production naturelle du pays. L'entrée d'Aix m'a rappelé celle de Bath, en Angleterre. Dès la descente de la colline, on aperçoit la ville longtemps avant d'y arriver. D'après la multitude de petites villas égayant les alentours, Aix nous parut plus considérable que nous ne l'avions supposé. On y pénètre par un superbe arc de triomphe, ouvrage des Romains, donnant sur le cours planté d'arbres de chaque côté, ce qui forme 3 magnifiques allées. Les maisons y sont régulières et au milieu, 3 fontaines fonctionnent constamment. L'eau de celle du milieu est chaude. Elle jouit d'une grande réputation. On l'a dit très efficace contre certaines maladies. Pour ma part, je n'eus qu'à m'en louer. J'en bus tous les jours et la fièvre nerveuse dont je souffrais depuis quelque temps disparut. La cathédrale d'Aix est fort ancienne, mais sombre et mal tenue. Dans une petite chapelle à côté du grand autel se distingue une statue de la Vierge revêtue d'une robe argentée. L'enfant Jésus qu'elle tient dans ses bras a sur la tête un bonnet d'enfant garni de rubans roses et d'un bouquet de fleurs, l'un et l'autre couverts de diamants, de perles et de pierres précieuses offerts par les fidèles. Au plafond sont suspendues 28 lampes en argent. Les 3 du milieu, alimentées d'huile parfumée, brûlent constamment. Un grand nombre d'ex-voto en cire, dont plusieurs choquent singulièrement la vue, tapissent les murs. De là, un prêtre nous fit entrer dans la sacristie et nous montra des reliquaires, des ostensoirs, des calices, des ornements et des vêtements d'une richesse merveilleuse. Quelques-uns de ces objets ne peuvent être touchés par tout le monde. Aussi je crus m'apercevoir qu'en notre qualité d'hérétique, il nous tenait à une certaine distance, de peur sans doute que notre haleine même ne profanât ces objets sacrés. Il accepta cependant notre argent, qui lui parut bon. Nous sortions de l'église lorsqu'un desservant nous arrêta. Il retira de la grande porte d'entrée un volet préservant des sculptures d'un délicat et d'un fini inouï. Les sujets sont tirés de la Bible et chaque panneau est entouré d'une guirlande de fleurs et de feuillages d'un travail exquis. Un limaçon sur une fraise attira l'attention d'un monsieur qui avança même la main pour le saisir. Ces portes, considérées comme un chef-d'œuvre, ont été offertes à la cathédrale en 1605, mais on en prend si grand soin qu'on les dirait encore neuves. À Aix, les mendiants sont aussi nombreux qu'à Avignon. Ils entraient avec nous dans les églises, nous suivaient quand nous en sortions et rendaient nos promenades très ennuyeuses. Il est d'habitude de porter les morts sur une civière. On les recouvre d'un drap blanc, la tête seule reste exposée au regard. Suivent des pénitents blancs, ainsi appelés, parce qu'ils sont revêtus de longues robes blanches, les cachant entièrement, et dans lesquelles sont pratiqués seulement 2 trous à la place des yeux. Le théâtre n'est pas grand, mais assez joli. On y joue seulement pendant la session du Parlement, qui siège à Aix depuis Noël jusqu'à juin, époque où les distractions ne manquent pas, et pendant laquelle il est de bon ton pour la haute société d'y demeurer. Aussi y trouve-t-on des maisons très bien construites.
Durant notre séjour, il n'y avait pas théâtre, mais tous les soirs, des Italiens de passage exécutaient avec beaucoup d'adresse des danses sur la corde et sur des fils de fer. Les promenades alentour de la ville sont charmantes. Un matin, nous entreprîmes d'escalader une montagne et fûmes bien payés de nos peines. Rien de plus admirable que le paysage qui se déroulait sous nos yeux. La ville nous apparaissait avec ses couvents, ses églises, ses villas, ses maisons. Pas le plus petit bout de terrain perdu. Au bas de la montagne que nous gravissions, des prairies, des champs. Plus haut, des vignes et des oliviers. De temps en temps, des pierres rocheuses sur lesquelles nous nous reposions tout en contemplant la vue. Je dois ajouter à cela un temps clair et chaud, et quoique nous fussions le 30 novembre, nous jouissions d'une température du mois de juin en Angleterre. Je conserverai un bon souvenir de cette excursion.